Messieurs, bonsoir et très très ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir et à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, c'est demain 13 février, événement célébré chaque année, vous le savez, par l'UNESCO. Dans Sans Transition, on parlera ce soir de la promotion de la diversité dans les médias et plus précisément le rôle de la radio dans l'éducation et la promotion de la diversité. Cette année, pour sa 4e édition, la Journée mondiale de la radio est célébrée sous le thème de la jeunesse. Dans son message, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Boukova, appelle à une meilleure inclusion sociale de la génération des moins de 30 ans qui représente plus de la moitié de la population mondiale et d'ajouter, je la cite, « Nous voulons souligner le pouvoir de la radio à contribuer à cet objectif ». Fin de citation. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux jeunes journalistes et pas des moindres, deux jeunes talentueux journalistes qui ont touché à tous les médias. Difficile de faire une émission avec des grands frères, avec des jeunes frères, puisque je suis la grande sœur. Voilà. Je suis plus tout à fait tout jeune, finalement, Nadia B. Bon, on est jeune à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Je crois que c'est dans la tête que ça se passe avant tout, je pense. Mais voilà, la couleur est annoncée. Alors, Zohair Chetouani, je vous souhaite beaucoup de courage parce que j'espère que vous aurez quand même votre temps de parole. Vous êtes fondateur du le réseau d'énergie des réseaux de zones sensibles. Voilà, membre fondateur, et vous allez effectivement participer à cette émission pour nous parler non seulement du rôle de la radio, mais aussi des réseaux sociaux, puisque la semaine prochaine, votre association organise un événement assez important. Exact. Alors, bienvenue. Chers confrères, merci beaucoup, voilà. Nadia. Vous avez tous deux fait de la radio, de la télé, et puis bon, voilà. On continue toujours, d'ailleurs. Et vous continuez toujours. Enfin, moi, me concernant, je continue toujours. Télé Sud, Génération, Faut le présenter, vous l'avez pas présenté. Non, mais si, Adil Fekran et Ahmed Tazir, vous voyez, moi je pensais Adil Farkan. Alors moi je pensais que vous l'aviez déjà fait par vous-même, parce que vous avez commencé l'émission avec des éclats de rire. Mais je crois que les auditeurs vont vous reconnaître, peut-être, non? Pas forcément, non. Il n'y a pas l'image. Non, franchement, non. Allez, Adil, tu commences. Allez, Adil, tu commences. Alors, je présente Ahmed Tazir, voilà. On va le faire comme ça, on va le jouer plutôt comme ça. C'est mieux, Alors, moi, je vais présenter Adil Farkan, journaliste. Ça fait combien de temps que tu travailles dans les médias? Ça fait une quinzaine d'années. Moi, je t'ai rencontré à iTélé. Exact. À l'époque. Absolument. Déjà. Tu as fait un parcours à TF1, je crois. 5 ans et demi à TF1. 5 ans et demi à TF1. Quel service? Service non, mais vous allez arrêter là. Vous allez nous faire maintenant, vous allez exhiber vos CV là. Ben oui, je présente Adil Farkan. Alors je vais présenter Ahmed Tazir. Terminé, Adil Farkan. Vous travaillez maintenant actuellement à la radio Move. À Radio Move, à Radio France, la radio jeune. Et Ahmed Tazir, qui va avoir le plaisir de le présenter? Allez, Nadia. Ahmed Tazir, vous avez fait d'abord Beurre FM, et après vous avez fait France 2, Oui Télé, Canal, et puis actuellement vous êtes à LCP, et vous avez été correspondante de France 24 en Algérie, à Alger. Pendant 4 ans. Voilà, pendant 4 ans. Très difficilement. Bon voilà, sans dire non. On va parler des médias en Algérie. Il n'y a pas de France 24, mais beaucoup plus des médias publics, parce qu'il n'y a pas encore, effectivement, la loi existe, mais il n'y a pas encore les médias libres. Voilà. Donc les médias libres, il faut attendre. En Algérie, ça va doucement. Au Maroc, je crois savoir que vous êtes du Maroc. Je suis originaire du Maroc, voilà. Exactement. Ouais. Maroc, je participe à une émission qui s'appelle Canal Atlas, qui est très libre et qui, non, il faut le reconnaître, le Maroc là-dessus, il a fait un vrai bond en avant. Il y a le roi Mohamed VI, franchement, et pardon Ahmed de t'interrompre, il a permis, si tu veux, aux journalistes aujourd'hui d'avoir une vraie liberté de ton, une vraie liberté. Je vais te dire quelque chose, Nadia. On peut se tutoyer ou pas? Ouais, enfin, on est entre confrères et bon. consoeurs. Alors, il y a une chose, c'est que le roi a dit tout. Il était là il y a quelques jours. Traité de tout, sauf le palais. Sauf du roi. Et le roi. Le palais et le roi. C'est tout, voilà. Après tout le reste, vous pouvez taper sur le ministre, sur le gouvernement, sur tout le monde. Ça va à tout le monde, à toute la jeunesse marocaine? Bah, c'est bien, parce que ça fait quand même une phrase. Sauf du Maroc. Sauf du roi. Non, mais attendez, et puis une phrase avec laquelle on commence le roi a dit, moi ça me fait peur. Non, c'est pas le roi a dit, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit le roi a dit. J'ai dit le roi aujourd'hui, il a ouvert quand même les vannes. C'est-à-dire que voilà, ça y est, désormais, la liberté d'expression, ça y est, elle a eu un vrai bond. Il y a toujours des efforts à faire, je le conçois. Bien sûr. Allez dire ça aux journalistes de tel quel.
On est en train de... On rentre dans le sujet, dans le vif. C'est le vif du sujet, là. Exact. Lorsque vous dites un jeune aujourd'hui, vous touchez à tout sauf au palais, vous pensez qu'il va accepter ça, un jeune de 2015, de la nouvelle génération? Ce que je veux dire par là, Nadia, c'est qu'on peut traiter du roi, on peut traiter du palais, on peut traiter de tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou. Sauf que, évidemment, il y a une particularité au Maroc, puisque vous me soulevez la question sur le Maroc, pendant le règne d'Hassan II, si je reviens très loin dans la Genèse, c'est-à-dire que ça a été très compliqué. D'abord, il n'y avait pas de liberté d'expression. Ouais. Voilà. Ensuite, avec Mohamed VI, il y a eu un bond. C'est-à-dire qu'on a commencé à gratter du terrain, on a commencé à avancer. Et les journalistes, vous avez cité tel quel Ahmed Tazir, tu as cité tel quel, dire que tel quel aujourd'hui, peuvent tout aborder. Vraiment. Sans exception. Sans exception. Y compris le roi. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois. Ils ont eu des unes interdites, parce qu'ils faisaient référence au roi. Y compris, il y a eu quelques mois. Non compris le roi, alors. Non, y compris. Mais en même temps, voilà, je veux dire, ils se sont... Soyez clair, Adil Farkan, on peut ou pas parler du roi ou pas? On peut critiquer le roi ou pas? On peut critiquer le roi, sauf qu'il y a un cadre. La liberté d'expression, encore au Maroc, et on n'est pas en France. Elle est sous votre surveillance. Encore au Maroc, elle a un cadre. Et ce cadre-là, il est défini par des règles, etc., etc. Comme en France, finalement. En France aussi. Alors vraiment, on peut faire la comme dans n'importe quel pays, aux États-Unis. Ça fait sourire le franco-algérien Ahmed Tazir en Algérie, c'est pas mieux, hein. Il y a quand même un tout petit bond. Hein. Il y a une ouverture de l'audiovisuel. Hein, ce sont des chaînes privées qui sont nées, qui sont des chaînes de droit étranger, qui n'ont pas de droit algérien. Je parle de Shourouk TV, Nahar TV. Oui. Alors ça va dans tous les sens. Nahar TV, ça fait peur hein, quand vous écoutez. C'est vraiment, ça fait les reportages, ça fait peur. Les théories du complot, elles se succèdent. Et Shourouk TV fait quand même des efforts dans le contradictoire. Elle fait des efforts. Donc voilà, il y a quand même un début d'ouverture. Alors pour parler de vraie liberté d'expression, de chaînes de télévision libres, totalement non. Moi je serais plutôt pessimiste moins là-dessus. De radio. Alors ce qu'il faut peut-être souligner ce soir, puisque c'est la journée mondiale de la radio, il n'y a pas une radio libre en Algérie aujourd'hui, alors que la loi existe. Hein, vous voyez, donc il y a des chaînes privées. Il y a des radios par le web. Il y a des radios par le web. Il y a des radios publiques, régionales, mais étatiques. Ça, c'est quand même important de le souligner. La radio, bien sûr, pour revenir à notre thème, demeure, il faut le dire, et reste un média le plus universel à ce jour, malgré l'expansion des nouvelles technologies. Pourquoi on peut expliquer ça? Allez, Ahmed Tazir. La radio, un média efficace, un média rapide, la proximité, c'est facile à faire. On va peut-être poser la question à ceux qui font vraiment de la radio. Le reportage radio est plus facile. La radio très écoutée le matin, souvent. La majeure partie de la population l'écoute le matin. Beaucoup de jeunes. Voilà, c'est le secret. Voilà, ça vieillira jamais. La radio, il l'a dit à Ahmed Tazir. C'est-à-dire que la radio, c'est un outil qui coûte pas très cher. Voilà, c'est d'abord ça. On ouvre le micro, voilà, c'est transmis par les ondes. C'est pas coûteux. Et si vous voulez, c'est un outil qui est tellement formidable qu'on est dans l'instantané. Tout de suite là, l'immédiat, l'immédiateté. Tout de suite là, on ouvre le micro, on parle. Alors que la télévision, puisque vous connaissez ça aussi, tu connais ça aussi, Tazir. Ahmed Tazir, pardon, c'est que c'est très lourd, techniquement, c'est très lourd aussi. C'est un média lourd, comme la radio, oui, c'est vrai, il l'a dit, c'est que la jeunesse aujourd'hui, partout dans le monde, c'est pas simplement dans l'Hexagone en France, partout dans le monde, le média le plus écouté reste quand même la radio. Et ça, c'est effectivement... Parce que c'est un outil formidable. C'est les sondages, effectivement, qui nous le révèlent. Mais on a l'impression, aujourd'hui, avec l'expansion des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, on a l'impression que les jeunes sont en train d'abandonner et de laisser tomber un peu ces médias traditionnels parce que ces médias s'adressent de moins en moins à la jeunesse. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pas du tout, pas d'accord du tout. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où tout va vite, une société qui est en pleine mutation, on est dans l'ère du monde digital. Regardez-le, l'exemple, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc., etc. Je m'explique par là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ma génération à moi, ou lorsque j'étais plus jeune, j'avais encore cette appartenance à cette radio de référence qui était un média traditionnel, qui était la radio. J'ouvre ma vieille station, j'écoute la radio avec mon tuner, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La radio s'est digitalisée. La radio aujourd'hui s'écoute de façon digitale. Dire que le jeune qui a aujourd'hui entre 15 ans et 25 ans, il l'écoute où? Vous savez où il l'écoute? Sur son smartphone, sur sa tablette. Elle est accompagnée, sa radio, essentiellement par le smartphone, à je sais pas combien, 85%. Et la radio aujourd'hui, elle est sur le monde désormais digital. C'est la raison pour laquelle la radio s'est adaptée au monde digital. Et que ce n'est plus une radio de façon traditionnelle, mais une radio numérique. Alors, Zahir Chetouani, on n'a pas entendu votre voix, mais justement, vous organisez un événement autour des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de détrôner quelque part ces nouvelles technologies? Oui, non?
Enfin si, d'une certaine manière, et on l'a bien vu encore récemment malheureusement dans plusieurs pays, où les radios et les télévisions sont soumis à la censure ou alors sont soumis à des lignes éditoriales mises en place par les personnes qui financent. La particularité des réseaux sociaux et du net en général, c'est de pouvoir avoir une information réellement libre, ce qui est important. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'alter-info d'une certaine manière. Mais c'est un double tranchant. Je suis pas d'accord. Voilà, Ahmed Tazir va s'y opposer certainement, parce que bon, il y a quand même un aspect professionnel qu'il va falloir... Je suis pas d'accord. Les réseaux sociaux, c'est des échanges d'informations. Facebook, parlait de Facebook, Twitter, des échanges d'informations. Alors il y a les gens qui sont proches du fait et qui tweetent ou qui donnent leur message, mais on est dans la réactivité. Toutes ces informations, il faut qu'elles soient décryptées. Tout à fait. Vous avez pas vu le nombre de théories du complot après les attentats de Charlie Hebdo? Ça vient de mais sur Internet, Amédi Koulibaly, il est sorti avec des menottes. Il a été. Non, mais l'avantage. S'il n'y a pas de travail de décryptage, bien sûr, bien entendu. Alors, on va pas tous en même temps, s'il vous plaît. Sauf que l'avantage du net, c'est qu'on peut trouver tout. On peut trouver y compris des théories du complot, tout et n'importe quoi. Le meilleur et le pire. Mais le pire, il peut être dangereux. L'important, c'est de savoir, mais l'important, c'est de savoir qu'on a tout à disposition. Ensuite, libre à nous de faire ce travail, justement, d'enquête et de dissociation de la réalité. Alors, les capacités de discernement, monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas le faire, justement. Bien raison, Ahmed. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il y a une vraie théorie du complot. Tout le monde. Non, mais c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui, c'est ça, ou si vous voulez, moi, je souhaite qu'à terme, ce syndrome Internet, le monde digital, en tout cas de façon globale, soit cadré. On le réclame d'ailleurs, les parlementaires l'ont réclamé, plusieurs sont montés au créneau pour le dire. Il faut quand même un cadrage dans le monde digital, dans le monde virtuel, où tout se dit, tout se raconte, et en même temps, il n'y a rien qui est... Il n'y a aucune véracité d'information. C'est la définition même du journaliste. Un journaliste, c'est quoi? C'est un médiateur entre la population et l'info. Il doit la transmettre, la décrypter, l'analyser, voilà. Mais il y a des blogueurs qui le font très très bien, et on le sait. Il y a aujourd'hui des pays qui... Il y a des blogueurs journalistes, bien évidemment. Il n'y a pas seulement des pays du Moyen-Orient, journalisme en ligne, des pays en voie de développement qui ont un problème avec la censure. Alors, en France aussi, encore aujourd'hui, on a des problèmes avec la censure dans certains médias, pas seulement sur des théories du complot, mais aussi sur des sujets super brûlants, où on a des mots d'ordre qui sont donnés. Vous voulez parler de quoi? Allons, pourquoi il y a eu cette... Vous parlez sur les problèmes de représentation. Je vous avais dit que c'était difficile de faire une émission avec des confrères. Mais attendez. Mais en plus, vous nous mettez sur le terrain de la théorie du complot. Moi, je suis novice. Allez tout doucement, Adil. Je voudrais que Zoé poursuive. Non, on va écouter d'abord Zoé Setouani qui lui défend bien sûr son terrain, c'est les réseaux sociaux. Des mots d'ordre dans les rédactions qui sont donnés, il y a des lignes, c'est quoi? Vous avez un exemple? Écoutez, j'ai un exemple simple, c'est que là, récemment déjà, on a rencontré plusieurs journalistes pour justement proposer la réunion qu'on prépare prochainement pour un peu crever l'abcès entre guillemets entre les banlieues et ces jeunes qui sont souvent stigmatisés à tort ou à travers. Et là, justement, on s'est rendu compte qu'on avait des télés et des rédacteurs en chef qui nous expliquaient clairement que dans leur ligne éditoriale, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. En France. Comme quoi, par exemple, les histoires de représentativité. Quand on a des gens qui viennent à la télé ou qui viennent dans d'autres endroits pour dire que les imams qui parlent ou que les personnes qu'on va pêcher dans des partis politiques pour pouvoir représenter les jeunes de banlieue ne sont pas réellement des personnes qui peuvent représenter les banlieues et ne comprennent pas non plus les problématiques de banlieue. Ça, on se tue à le dire à tort et à travers à tout le monde. L'imam Chalgoumi, c'est ça? Alors, attendez, pas besoin de citer de nom, vous le savez aussi bien que moi. Il y a assez de monde sur la sellette pour savoir qu'on n'est pas représenté. Setouani pose un vrai problème, c'est-à-dire la participation et l'implication des jeunes dans ces médias qu'on ne voit pas, et ça c'est une réalité. Vous êtes tous les deux dans des médias, je pense que vous pouvez également le confirmer. Ce que dit Zohar Setouani n'est pas faux du tout. Oui. Alors ils se sont pas du tout concernés il est confronté à la réalité. Il est confronté à la réalité du terrain, et le terrain c'est ça. Voilà pourquoi, justement, il y a effectivement ces jeunes qui s'intéressent plus à ces médias traditionnels. Ils sont inaudibles. Ils sont inaudibles. C'est une réalité. Moi, je sens la pression. Non, mais il faut aller aussi jusqu'au bout, à la racine. Pour quelle raison ces jeunes n'y croient plus du tout à la chose politique, à la radio, à l'outil média, tout simplement? Pour quelle raison? Ils sont pas représentés. Il l'a dit. Vous me l'avez volé de la bouche. D'abord parce que des Ahmed Tazir et des Adil Farkan, il n'y en a pas suffisamment. Parce que la télévision aujourd'hui, les médias ne reflètent pas la société d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se bat
avec le club Averroès, avec d'autres clubs, même parce que je participe au club Averroès qui est porté et incarné par Amiro Chlaïdi, et on fait un travail maintenant depuis un peu plus de 15 ans. Il faut faire attention avec le club Averroès, parce qu'il y a beaucoup de lacunes. Je suis d'accord. Discriminer dans la discrimination positive, c'est pas l'objet du débat. Mais en tout cas, on milite. C'est orienté politiquement. On milite pour une vraie place de la diversité et la représentativité. J'aime pas le mot diversité, mais la représentativité dans les médias, d'accord? Et ça, tu le reconnaîtras, Ahmed Tazir. Vraiment. Pour les copains, quoi, pas plus. Mais pas pour les copains, pas du tout. Non, franchement, je suis pas d'accord. Bon, en tout cas, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Alors, on va recadrer le débat parce qu'on a une pause publicitaire qui nous rattrape très rapidement. Pour répondre à Zoher, aujourd'hui, ça ne reflète pas la France qui est cette France black, blanc, beurre. Exactement. C'est tout. Voilà. Si aujourd'hui on a des Ahmed Tazir x10 sur des chaînes, sur des radios, des Adil Farkan x10, soit des Noirs, des Chinois, etc., je pense que la France se porterait mieux et les médias se porteraient mieux. Alors on va continuer dans la deuxième partie de l'émission. On en parle. Après, Nadia, ça ne règle pas tout. Pour essayer d'expliquer l'absence d'engouement justement chez les jeunes vis-à-vis des médias traditionnels. Et bien sûr, n'oublions pas qu'aujourd'hui et demain, c'est la journée de la radio. À tout de suite, ça sera juste après la pause. Merci. Deux confrères sur ce plateau pour parler de la journée mondiale de la radio. C'est demain 13 février, 4e édition organisée par l'UNESCO. Et cette année, la thématique, c'est bien sûr la jeunesse. Et puis, bien sûr, un représentant de Résus, qui est une association loi 1901, qui s'intéresse effectivement aux réseaux sociaux dans les zones sensibles. Zoher Achetouani, qu'on n'a pas laissé parler, bien sûr, mais on va revenir à vous. Alors, c'est très important de revenir, allez, si vous permettez bien, à la radio, justement, comme média aujourd'hui incontournable, mais qui suscite très peu d'engouement du côté des jeunes. Pourquoi, selon vous, justement? Pourquoi très peu d'engouement? Vous regardez les radios privées, ça marche très bien. Regardez Skyrock, regardez Fun Radio, Radio Orient, je suis sûr qu'elle est écoutée par des jeunes. Bien, merci pour Radio Orient. Beurre FM le matin, il paraît que c'est très écouté. On m'a imposé Radio Orient quand j'étais gamin, c'est vrai, parce que mes parents, et je les salue chaleureusement, ma mère, mon père, qui sont de fidèles auditeurs de Radio Orient. Donc du coup, ça m'a bercé Radio Orient. Alors vous dites mes parents, alors que nous, on veut s'adresser aux jeunes. Hein. Vous voyez, donc c'est vrai. Non, mais il a raison. C'est pas que la radio de papa et maman. Oui, moi, par exemple, je sais que il est en train de nous dire que c'est la radio de papa et de maman. Non, pas du tout. Ton émission, par exemple, elle est suivie par les jeunes. Ah bah voilà. Non, mais c'est vrai. Par exemple, beaucoup de jeunes écoutent l'émission parce qu'elle est francophone d'abord et que Radio Orient, il faut le dire. Enfin, c'est une réalité en même temps. Elle est arabophone, Radio Orient. Alors justement, est-ce qu'il est, et elle est bilingue. Alors est-ce que ces jeunes sont auditeurs seulement? Parce que sur un média traditionnel, ils sont qu'auditeurs, alors qu'aujourd'hui, ils veulent être producteurs et diffuseurs. Ils ont cette possibilité à travers les réseaux sociaux. À travers les médias traditionnels, ils ne sont pas artisans de cette information. Je pense que c'est le vrai problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes veulent être un petit peu les artisans de cette information. C'est vrai. Alors, oui et non. Alors, oui et non. Le sujet de qui vous parlez? On parle des jeunes. On parle des jeunes en général, les jeunes des quartiers, les jeunes des cités. Vous parlez de qui? Alors, exactement. Les jeunes, on va commencer déjà par les jeunes d'une manière générale, puis après, on va focaliser et cibler les jeunes des quartiers qui nous écoutent, puisqu'on est sur ce Radio Orient. Mais les jeunes en général, aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils s'intéressent beaucoup plus aux réseaux sociaux parce que ils sont producteurs, ils sont les artisans de cette information. Ils n'ont pas les contraintes, et Zoher l'a dit tout à l'heure, de la ligne éditoriale. Et puis bon, aussi, aujourd'hui, il faut le dire, toutes les radios sont pratiquement commerciales et elles versent dans le business. On va aborder aussi cet aspect, le commercial qui tue pratiquement les médias d'une manière générale. Je peux me permettre, moi, je vais parler d'une longue expérience, moi, qui m'a permis d'être aujourd'hui journaliste. Lorsque j'étais gamin à Mantes-la-Jolie, tu veux bien que j'en parle ou pas? Mais oui, mais c'était pour ça qu'on t'avait convié à Radio Droit de Cité, où on est cofondateur avec deux autres potes, amis, Yann Ognoro et Fahim Benchou, que je salue. Ouais. On a monté une radio que Zoé et Ahmed peut-être certainement connaissent. Radio Droit de Cité au Val-Fouré, plein quartier de Mantes-la-Jolie. Radio ZEP, même dans un collège classé ZEP à l'époque, je me souviens très bien. Ouais. Et dès l'âge, moi, de 13-14 ans, je savais que je voulais faire du journalisme grâce justement, et c'est ce que soulève Zoé, et c'est une très bonne chose qu'on l'aborde ici sur Radio Orient avec toi, Nadia, c'est que on manque cruellement d'exemplarité. Ouais. De représentativité. Radio Droit de Cité, en tout cas me concernant, a permis à toute une génération
d'avoir une vocation radiophonique, technicien, bref, moi je peux en citer plein aujourd'hui qui sont dans les milieux des médias, soit sur l'aspect technique, soit sur l'aspect antenne ou etc. Ah, parlez-nous de cette expérience, parce que vous avez été un des bons fondateurs de cette expérience. Radio Droit de Cité, au départ, c'était un petit club de radio, etc. L'idée est née, c'était quoi la cible? En 1988, sur le papier, avec un député, maintenant il nous a quittés, le député Schreiner, et qui, à lui, nous a accompagnés pour que ce club radio, qui était un club radio, on se faisait plaisir entre nous, on apprenait ce que c'était rédiger un papier, etc., comment on lisait, passer à l'antenne, etc. Et en 1991, le CSA octroie une fréquence à Radio Droit de Cité. Et à partir de cet instant-là, les jeunes qui se sont très vite eux-mêmes, c'était très libre, emparés de l'antenne, d'accord, de façon plus ou moins organisée, parce que c'était un peu quand même l'anarchie, qui voulait prendre le micro, etc. Et plus tout doucement, avec l'équipe, Yann Ognoro notamment, qui était le plus âgé et qui est prof toujours au collège André Chigné. Qui orchestrait tout ça, absolument, a commencé tout doucement à professionnaliser l'antenne, d'accord, et a permis à toute cette jeune génération dont je faisais partie, gamins, à se professionnaliser et à avoir, si vous voulez, une vision professionnelle de demain. D'accord ? C'est pour répondre aussi. Ce qui nous a, tout ça pour dire que Radio Droit de Cité dans ce quartier Mantes-la-Jolie, justement, cette radio a créé le Val-Fouré, en plus, on était en pleine époque des émeutes. Elle a permis une participation, un engagement, l'expression d'une citoyenneté également à travers, justement, ce média. Dites-nous quel a été l'impact de ce média en plein Val-Fouré. Justement, c'est quand même important de le souligner. L'impact du média. En plus, 1991, première fréquence, 92, les émeutes. Vous vous souvenez qui ont explosé dans les quartiers, sur le quartier du Val-Fouré. La radio a permis tout simplement de jouer ce lien social, ce lien du vivre ensemble. C'est à la mode aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, on en parlait. C'est d'actualité. D'accord. C'est d'actualité, mais à l'époque déjà nous on en parlait. Ce que j'appellerais moi tout simplement de la radio citoyenne. La radio citoyenne, c'est-à-dire que c'était la radio Droit de Cité a permis, d'accord, d'ouvrir le micro à tous celles et ceux qui avaient envie de dire des choses, de s'exprimer. Tout simplement. Et on savait qu'avant les robinets étaient fermés. Et Radio Droit de Cité leur a permis d'avoir justement le droit de citer l'édite de Caracalla. Des radios citoyennes. Amatazir, vous disiez tout à l'heure, oui, les jeunes écoutent Skyrock et d'autres radios, mais est-ce que seulement c'est des radios citoyennes, comme vient de le dire justement Adil Farkan à juste titre, à savoir que ça crée du lien et ça permet... J'ai pas l'expérience d'Adil Farkan sur les radios. Moi, mon domaine, c'est plus la télévision, mais je peux vous donner des exemples sur la fracture dont parlait Adil Farkan entre, d'un côté, vous avez un monde fermé, parisien, des rédactions, et un autre côté, donc les cités, et ces deux mondes ne se rencontrent pas, ils se connaissent pas. Vous regardez la majeure partie du profil sociologique des journalistes, ils ne connaissent pas les quartiers. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux Nadia B, pour que vos éditeurs comprennent bien. Ça se passait en 2006, journal de 20 heures où je travaillais, France 2, de journal de David Pujadas. Ils leur font un sujet sur les tournantes dans les quartiers. Un vaste sujet. Sujet qui fait de l'audience apparemment. Qui c'est qu'on envoie dans une cité de la banlieue parisienne? Une jeune contrat de qualification. C'est une contrat de qualification, contrat en alternance. Elle est à l'école en même temps. Elle vient des quartiers. Et voilà. Et on l'envoie, mais pas pour faire la journaliste, pas pour raconter un sujet, pour faire la fixeuse. Vous savez ce que ça veut dire, fixeuse? Quand vous faites des reportages à l'étranger, vous avez besoin d'un fixeur qui vous fasse le lien entre les personnes, les indigènes, les locaux de l'étranger et le journaliste. Là-bas, et ici, on envoie un fixeur en France pour faire le lien entre Paris, les rédactions et la banlieue. Ça veut dire que c'est un autre monde. Ça c'est grave. On se souvient qu'en 2005, justement, ces grands médias avaient besoin des médias communautaires comme fixeurs parce qu'ils ne pouvaient pas aller en banlieue. Mais c'est grave, un fixeur. Mais pourquoi on peut pas envoyer un jeune? C'est la preuve de cette territoire. Ils ne connaissent pas ces territoires. Les deux mondes ne se rencontrent pas. C'est très rare. Les Adil Farkan, les OR dans les rédactions, les grandes rédactions, je parle pas de Radio Droit de Cité, mais des rédactions comme TF1, comme France 2, des radios comme France Info. Mais est-ce que les choses sont en train de changer dans la rédaction? Il y a une fracture. Vous dites timidement. Comme disait, c'est toujours l'actualité, la fracture sociale dont parlait Jacques Chirac, l'apartheid social, ethnique et sociologique et culturel dont parle Manuel Valls il y a quelques jours, c'est toujours et malheureusement d'actualité, la diabète. Alors
on va revenir à cette actualité qui était toujours aussi chaude, aussi brûlante, avec nos invités sur le plateau en direct de nos studios. Ça sera tout de suite après la pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. La journée de la radio, journée mondiale de la radio. Radio Orient sera sur place dans le hall de l'UNESCO demain, justement, pour célébrer cette journée avec toutes ses équipes. Alors, la radio, il faut le rappeler à chaque fois, aucun autre média n'a la capacité, justement, d'atteindre autant de personnes de façon aussi efficace. Au fin fond du monde, pour faire de l'éducation, pour faire du culturel, pour véhiculer des valeurs. Bon, c'est dire qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré l'expansion des nouvelles technologies, la radio reste quand même un média indétrônable. Les médias classiques, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle les médias traditionnels, n'intéressent pas grand monde parmi les jeunes. Je persiste et je signe. Ahmed Tazir n'est pas d'accord avec moi, mais peut-être qu'Ahmed, plutôt Zoher Chetouani va nous dire, parce qu'il a, c'est quelqu'un de terrain, il est sur le terrain, et on va avoir des remontées de terrain avec toi, Zoher. Dis-nous, est-ce que les jeunes regardent le 20h? Est-ce qu'ils écoutent le journal de 17h30 ou de 18h ou de 19h? Voilà. Est-ce que pour la plupart, malheureusement pas. Maintenant, l'histoire, c'est de dire que oui, effectivement, la radio est indétrônable, mais quelque part, à côté de ça, on a des médias alternatifs, notamment sur le net, qui sont en train de détrôner la télé et la radio du même coup. Et pas pour des raisons qui sont anodines. Je veux dire, quelque part, quand on voit que les révolutions arabes se sont faites uniquement sur des réseaux sociaux, on avait à l'époque des médias qui se targuaient d'être démocratiques et qui se targuaient d'être libres de toute influence et qui pourtant n'ont aidé la population en rien. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu dans le même schéma. Vous parlez de quoi? De quel média précis? Par exemple, en Égypte ou par exemple aussi en Tunisie à l'époque, que les révolutions se sont faites, on avait déjà des journaux qui se disaient libres et qui se disaient plus ou moins... Pas en Tunisie sous Ben Ali, non, on savait. Non, mais enfin, quelque part... Est-ce que c'est pas trop d'accorder trop d'importance aux réseaux sociaux? Vous pensez sérieusement que ce sont les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, qui font des révolutions? C'est pas la discrimination, l'injustice, la pauvreté, je pense que ça a servi... Non, ça a servi... Non, mais bien sûr, mais ça a servi à des gens à se réunir. Ça a servi à des gens à se réunir. Ça a servi aux gens à porter des voix qu'on voulait pas forcément entendre. D'une certaine manière, mais minoritaire, franchement. Non, pas minoritaire. La place Tahrir, c'est pas minoritaire. Il y a des moments qui ont bouleversé le monde ces dernières années. Du pouvoir des réseaux sociaux. Justement, dire que les réseaux sociaux font les révolutions, je pense que c'est exagéré. Alors pourquoi en Chine aujourd'hui? On n'est pas trop tous d'accord sur ce principe. Juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a des pays qui contrôlent de très près les réseaux sociaux, beaucoup plus que les médias traditionnels. Et c'est pas pour rien. C'est déjà, la clientèle des réseaux sociaux est différente. D'une certaine manière, on peut avoir des gens qui sont jeunes et qui sont effectivement plus sur un côté ludique et ceci ou cela, mais on a des personnes qui sont sur une technicité assez avancée. Mais un point important, Ahmed Tazir, vous avez suivi les printemps arabes, la mobilisation s'est jouée sur le net. Oui, mais sur le net. Et ça, c'est une arme hyper importante. J'ai été correspondant de France 24 pendant 4 ans en Algérie. Je connais bien la Tunisie. Et à côté, vous croyez vraiment que le chab, comme on dit, le peuple, il est branché sur Internet, surtout à l'époque de Ben Ali? Non. La révolution tunisienne, vous dites c'est les réseaux sociaux. La révolution tunisienne, elle était déclenchée par une immolation, par une injustice, une hogra qui a fait boule de neige, qui a fait boule de neige grâce aux réseaux sociaux, à Facebook. Mais c'est pas les déclencheurs, c'est pas Facebook. Non, mais elle l'a dit lui-même. Ça a fait boule de neige. S'il vous plaît, c'est inaudible. Allez-y. Je vais simplement répondre. Je voulais juste dire, à la base, c'est l'injustice, les dictatures qui font les révolutions. Oui, mais mélangeons pas là. Ne pas négliger les réseaux sociaux. Il faut, on parle du printemps arabe. La révolution tunisienne s'est faite quand même, la mobilisation. Je parle de la mobilisation. Les cyber-révolutionnaires quand même. La mobilisation s'est faite quand même essentiellement sur Facebook. Tu ne peux pas dire non. Cette fameuse blogueuse, j'oublie son prénom, il m'échappe totalement, mais cette blogueuse tunisienne... Avec ce genre d'argument, vous donnez raison aux dictateurs qui vont vous fermer Internet, comme ça il n'y aura plus de révolution. Parlons du Burundi. Le problème, c'est que c'est un problème est glacé. N'oubliez pas que sous Ben Ali... Blaise Compaoré l'a sauté comment? Par justement cette forte mobilisation sur les réseaux sociaux, avec l'appel d'un rappeur, un rappeur qui lui a mobilisé toutes les troupes, et pas là, le Compaoré a fini. Réseaux sociaux, c'est l'effet multiplicateur, le déclencheur, c'est pas Nous Internet. Sommes d'accord. Non, c'est la justice, il y a eu l'immolation, mais on parle de la mobilisation, comment elle s'est faite. Et l'organisation aussi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'organiser, qui n'ont pas les moyens de le faire. Il y a des problèmes géographiques. Quand des gens se trouvent à Marseille et qu'on est à Paris et qu'on travaille sur une histoire d'islamo
l'islamophobie et qu'on n'a pas de médias qui permettent justement de pouvoir transmettre ou de pouvoir réunir, on est bien obligé de travailler avec ce genre de médias qui sont des médias qui sont totalement nouveaux. Et je peux vous garantir que ça fonctionne. Par exemple, YouTube. C'est dit comme ça, et c'est vrai que on va sur YouTube uniquement pour des chansons, uniquement pour regarder des vidéos ou des trucs. Mais là, exactement, plus maintenant. Maintenant, il y a des vidéos de témoignages qui sont faites par des gens et qui sont vues peut-être 200 000 fois en moins d'une semaine. Est-ce qu'on peut dire, justement, messieurs, que ces jeunes ont pris confiance, suite à ces printemps arabes, que ces médias sont un réel outil de liberté d'expression qu'on ne trouve pas dans les médias traditionnels, à des faits. Mais bien sûr, totalement. Aujourd'hui, si vous voulez en parler encore tout à l'heure, Zohir citait le bel exemple concret, même si Ahmed Tazir n'est pas d'accord, mais moi je rejoins quand même. Non, mais je rejoins quand même cette réalité du terrain, et c'est vrai, il faut le reconnaître que la jeunesse d'aujourd'hui, qui est citée par Zohir, elle le vit totalement et au quotidien. Se dire qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a tous les outils nécessaires. YouTube. Pourquoi les jeunes n'y croient plus? On le sait, on va pas refaire le débat, mais aujourd'hui, le seul moyen d'utiliser l'expression, d'accord, de pouvoir diffuser une information. Je sais pas ce que c'est qu'encore une fois cette liberté d'expression, puisqu'elle est très à la mode en ce moment. Mais en tous les cas, pouvoir exprimer des choses, dire des choses, diffuser des choses, il y a quand même un outil aujourd'hui qui a un impact, c'est Dailymotion et YouTube. Alors. Le constat est fait. On peut affirmer ce soir que ces nouvelles technologies ont quelque part ringardisé les médias traditionnels. C'est une complémentarité. Non, pas la même chose. Non, c'est une complémentarité. C'est complémentaire aux médias traditionnels. On parle de journaux, télévision, radio, presse écrite, presse en ligne. Vous me parlez de Dailymotion et YouTube. On parle pas de la même chose. Je suis d'accord. On parle pas de la même chose. Dailymotion, ce sont des plateformes où on peut envoyer tout et n'importe quoi. C'est pas là où on va avoir de l'information. Maintenant, il y a un problème. Zohir a soulevé un vrai problème. Zohir a soulevé un vrai problème. Attendez. Est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération, a besoin d'une information formatée? Elle a besoin d'une information qui la concerne. Zohir a soulevé formatée. Elle a besoin d'une information qui la définissez. C'est quoi formatée? C'est ce que nous voyons à travers TF1, tous les médias traditionnels, un journal, un flash d'information, une ligne éditoriale. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont besoin de ça aujourd'hui? Il y a eu un sondage qui a été établi, puisque je bosse au Move. Je vais vous donner un exemple. Move Radio France. On a établi plusieurs sondages. On a participé moi j'ai participé à des cellules de réflexion. On a commandé une série comme ça. Les jeunes, qu'est-ce que vous écoutez? D'abord, la musique vient en premier plan. 90%. Le jeune, il fait quoi d'abord quand il écoute la radio? Ahmed Tazir, c'est pour la musique. D'abord, avant tout. Deuxième point, il vient écouter de l'information, mais l'information qui est très concise et précise. C'est-à-dire, faut pas que, comme disent les jeunes, pour récupérer le langage des jeunes, faut pas que ça nous saoule. Faut pas que ça nous prenne la tête. Donc, c'est vrai, c'est une réalité. Et en même temps, l'outil, donc ce sondage a permis de comprendre quoi? Que l'information, il n'y croit plus. Ce sondage, il a été très clair. Quand vous posez la question aux jeunes, est-ce que tu crois encore à l'information, à la télévision, à la radio? La question est pourquoi, justement? Est-ce que les médias aujourd'hui sont très peu crédibles aux yeux de cette jeunesse? C'est la grande question qui peut se poser. C'est à nous, journalistes, de les y faire croire. Zohir a soulevé un vrai problème. Il nous a dit, il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas, qui croient qu'il y a des mots d'ordre dans les rédactions et qui vont vers YouTube, vers Dailymotion parce que personne les écoute, pour transmettre leur information. Et il a pas tort, c'est vrai. Il n'y a pas de mot d'ordre, mais il y a des. Je vais vous donner un exemple. C'est plus subtil que ça. Il y a 2 jours, il y a 3 musulmans dans un campus en Caroline du Nord qui ont été abattus par un athée convaincu. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Très peu. Voilà. Oui, mais très peu. Très peu. Beaucoup les réseaux sociaux. C'est Twitter. C'est Twitter qui a dénoncé cela. Vous voyez, c'est bien relayé sur les réseaux sociaux. Il y a 5 millions de musulmans en France. Ils ne se sentent pas représentés. Et ils jugent qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Beaucoup pour les uns, pour les autres, et très peu pour nous. Très peu pour nous. Donc voilà, c'est à nous de rééquilibrer tout ça pour que cette partie intégrante de la société française qui doit faire partie de la société française se sente représentée via leurs médias, en radio, en télévision, en presse écrite
et dans les réseaux sociaux. Voilà. Qui réclame le Donc, autrement dit, il faut s'adresser aussi à cette catégorie qui est complètement aliénée. Sans communautariser, mais qui se sentent concernés. Le jeune réclame d'être représenté. Il faut plus de représentativité. Moi, je le souligne encore sur cette antenne de Radio Orient. Il faut plus de représentation. Il faut le reflet de cette société. Tant que je veux dire, aux États-Unis ça fonctionne, en Angleterre ça fonctionne et dans d'autres pays, pourquoi en France ça ne fonctionnerait pas? Il faut actionner les leviers, il est temps, c'est maintenant ou jamais. On n'a pas tiré les leçons des émeutes de 92. Ouais. On n'a pas tiré les leçons des émeutes de 2005. On n'a pas encore tiré les événements tragiques, là, récents, c'est-à-dire l'attentat contre Charlie Hebdo, la prise d'otage à Porte de Vincennes, et qu'on attend quoi alors? Alors, Adi Zoé, je me retourne vers toi. Peut-être que ça risque de péter de nouveau dans les banlieues. Nous, on va actionner la pause publicitaire. Si on va aller chercher de l'argent. On va aller chercher de l'argent et on reprend bien sûr notre débat tout de suite après. Merci de patienter. À tout de suite. Aussi chaud pendant la pause publicitaire aussi. Hein. Ah ouais. Ça débat, ça discute. Ahmed Tazir nous dit, mais finalement j'aime mieux la radio quoi. En fait là, aujourd'hui, Nadia B, vous êtes là pour promouvoir votre média préféré, la radio. Vous êtes l'attaché de presse, vous êtes la commerciale en chef. Et vous le faites très bien. Et vous le faites très bien. C'est bien, je suis comblée ce soir. Très bien. Merci mes chers confrères. Alors, justement, pour faire la promotion de la radio, avec 1 milliard de récepteurs, soit 1 pour 4 habitants dans le monde. Ça, il faut le savoir. Vous n'avez pas ces chiffres-là? Non. Alors, la radio est le plus universel des médias dans le monde entier. Elle atteint pratiquement toute la population des pays développés avec plus d'1 récepteur par personne. Ce taux s'abaisse, c'est quand même important, à 1 sur 18 personnes. En Afrique et 1 sur 13 personnes en Asie. Ça veut dire qu'il y a des inégalités. Ça veut dire que dans les pays en voie de développement, puisque respectivement nous représentons ce soir sur ce plateau des pays en voie de développement, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, il y a encore des inégalités. Il y a également des populations tiers qu'on ne touche pas, les nomades en l'occurrence. Alors que la radio peut effectivement toucher, mais alors les personnes les plus lointaines, les plus isolées. D'où l'impact de la radio. Et d'où la promotion que je fais ce soir de ce média. Vous le comprenez, mes chers confrères? Très bien. Alors, si on ne l'a pas compris, il y a un problème, là. Alors, comment, justement, lutter contre ces inégalités dans nos pays respectifs, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres pays d'Afrique également? C'est une vaste question. Vaste question. Sérieux, là, il faudrait plus de 10 minutes ou 5 minutes pour l'expliquer. Mais vous allez le faire en 1 minute. C'est ça, justement, l'intérêt d'être un bon journaliste. Vous demandez à un journaliste d'être concis comme ça. Bien sûr, on nous a formaté à être concis, précis, etc. Mais ça suffit pas à se dire il faut les inégalités pour creuser le fossé, c'est bien compris, il y a un véritable fossé. C'est fossé pour aller combler ce fossé face à ces inégalités qui sont d'ailleurs grandissantes, parce qu'il faut le souligner. Si vous parlez de nos pays respectifs, moi j'ai parlé d'un continent que je connais, l'Afrique. Globalement, le continent africain, parce que j'ai bourlingué un peu partout. Sur Télésud aussi. Sur Télésud, parce que j'anime un débat sur ça qui s'intitule Ça fait débat sur Télésud, et on traite essentiellement les questions panafricaines, c'est-à-dire les questions à la fois de l'Afrique noire et du Maghreb, d'accord, qui est diffusé d'ailleurs, je fais un peu la promo, sur le numéro 23 de la chaîne de la TNT. Allez-y, voilà. J'ai remarqué quelque chose quand même, c'est que aujourd'hui, il y a d'un côté les riches qui deviennent de plus en plus riches, et ce fossé qui se creuse, et les pauvres qui ne deviennent pas pauvres, qui creusent dans la misère. D'accord ? Je veux arriver simplement à ce raisonnement-là aujourd'hui pour répondre à la question, et Ahmed Tazir me regarde avec... Je vous écoute. Il a pas la réponse à ma question, justement. Je vous écoute. Non, parce que c'est compliqué de répondre à ces questions-là si on veut parler de l'outil radio. C'est vrai, quel est le lien ? Comment vous voulez qu'on fasse le lien ? Parce que pour moi, si vous voulez l'un et l'autre, il faut parler de géopolitique avant de parler de médias. Si on n'a pas la chose géopolitique, on ne peut pas se permettre. Je peux pas répondre à votre question. Les États n'engagent pas très peu de moyens parce qu'on a dit que c'était le média le moins coûteux. Pour toucher ces populations isolées. C'est là où j'y arrive. Si vous voulez, parce qu'on n'a pas le temps d'esquisser, si vous voulez, des solutions ici. Et c'est pas le lieu. C'est que Ahmed Tazir, je vais répondre au truc, c'est que d'un côté, on a la géopolitique qui est en train de se mettre en place. Je veux parler d'un pays que je connais, le Maroc. Le Maroc. Comment le roi du Maroc, Mohamed VI, en est arrivé à ouvrir, d'accord, les ondes. Vous l'avez bien vécu depuis 5 ans, depuis même l'arrivée, quand il a pris le trône. Depuis son arrivée, là, même un peu plus, depuis 5-10 ans, il existe l'équivalent d'un CSA. C'est ça. Une organisation. Il existe désormais maintenant des institutions qui sondent, qui vont chercher aussi les audiences. Et aujourd'hui, on peut remarquer en tous les cas sur le terrain que le roi Mohamed VI a compris que l'un des médias, en tout cas l'un des outils le plus puissant, si ce n'est pas le premier pouvoir dans la Constitution,
Je parle de ce rôle qui est joué par les médias. Le Maroc l'a compris très tôt. Pour quelle raison ? Parce qu'il savait pertinemment qu'il y a justement ce fameux creuset que tu soulèves, Nadia B. D'accord ? Entre la population d'un côté misérable, qui vit dans la misère, et de l'autre, cette richesse qui explose. Parce mais que les inégalités aussi quand on entre les zones urbaines, entre les zones urbaines et aussi les zones rurales également. C'est important de le souligner. Oui, mais Adil Farkan, c'est pas la radio qui va les rendre plus riches, les pauvres. Hein. La radio leur permet, je suis d'accord avec toi, mais la radio leur permet de s'exprimer. De s'exprimer. Et aujourd'hui. Mais de répondre aussi à un besoin qui est un droit, le droit à l'information. Alors justement, quand on sait que des populations entières sont privées du droit à l'information... Je ne connaissais pas l'exemple marocain, mais s'il y a ouverture des ondes au privé, ce que vous vouliez dire, c'est très positif. Ça n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, il y a de la délocalisation des radios. On voit dans les wilayas, les départements, des radios locales, donc pour s'assurer de la proximité, dans le désert aussi, mais pas d'ouverture au privé, qui est en 2015 purement et simplement scandaleux. Soyons clairs. À noter l'importance, l'importance de ce travail de proximité des radios. Un exemple qui vous montre pourquoi les gens ont reconnu qu'il était important. Le rôle de Radio France Internationale. Vous connaissez l'Afrique francophone. On capte RFI partout. Partout. Dans la moindre fin fond du village. Du fin fond du village. Tout à fait. Moi j'ai vu. C'est la preuve. Voilà. C'est la meilleure preuve qu'on puisse donner justement. Que les grandes puissances ont compris l'intérêt que c'était d'avoir un média de proximité. Et voilà, et qui dépasse le média national. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on écoute plus RFI que RTI, la radio télévision ivoirienne nationale. Voilà. Je voudrais juste donner l'exemple, c'est que juste pour continuer, poursuivre ma réflexion sur le Maroc, si vous voulez. Lorsque le roi a décidé d'ouvrir les ondes, en tous les cas l'équivalent des radios libres, d'accord, mais je parle du privé, Hit Radio qui aujourd'hui cartonne, c'est un peu l'équivalent de Skyrock, Fun Radio et un peu Move. C'est-à-dire que cette radio aujourd'hui, qui est une radio nationale, a permis à toute cette génération d'aller exister, c'est simplement de s'exprimer. Pour les rappeurs par exemple aujourd'hui qui cette émergence de rappeurs qui sont arrivés, qui ont pris l'exemple de la France et puis des États-Unis. Quel est l'outil qui leur a permis en tous les cas de s'exprimer et puis d'exister? Hit Radio. Première chose. Donc ça répond un cas de figure concret. En Algérie, on a Gilles FM. Il y a Gilles FM, il y a Bahja, il y a Radio Bahja, qui reste quand même des radios étatiques, nous sommes bien d'accord. Donc, par quoi on peut expliquer justement cette frilosité? C'est la peur de l'ouverture de l'audiovisuel. Aujourd'hui, en 2015, on a encore peur des médias. Peur, voilà. Alors, je vais vous parler de l'exemple algérien parce que je le connais bien. En Algérie, dans le régime actuel, a peur de l'image et du son. Plus de l'image que le son. Sous le prétexte selon lequel l'Algérien ou l'Arabe serait influencé très facilement par l'image. Donc on veut contrôler l'image. Depuis 2004, Al Jazeera, il n'y a plus de bureau à Alger. D'Al Jazeera parce qu'on contrôlait pas ses reporters. Ils n'avaient pas l'accréditation. On leur a enlevé carrément l'accréditation. On veut contrôler, verrouiller l'image par peur d'un bouleversement du régime. Est-ce qu'on oublie qu'il y a quand même des informations? C'est fantasmé parce que vous croyez vraiment qu'un média il peut renverser un régime? C'est pas ça. Justement, moi j'ai un petit avis là-dessus. C'est accordé trop d'importance aux médias. Non, Joël, je pense que la région, s'il vous plaît. Non, c'est hyper important ce que dit. Non, mais je soulève quand même un. Je crois qu'il faut un juste milieu. Et qu'aujourd'hui, en Algérie, au Maroc et dans d'autres pays qui n'ont pas encore été touchés par le printemps arabe, c'est une réflexion qui fait son chemin et qui est de plus en plus profonde. Ça, c'est une réalité. Moi, je pense que actuellement, la situation des médias, ne serait-ce qu'en Algérie ou au Maroc, c'est devenu l'élément central du pouvoir. Et c'est devenu la crainte première. Et moi, je suis pas d'accord avec toi ou avec d'autres qui disent que les médias ne peuvent pas renverser un pouvoir. C'est pour ça que je dis que quelque part, même si l'Algérie refuse d'avoir des personnes qui financent de manière étrangère, enfin des financements étrangers pour financer pour avoir des radios ou des télés libres entre guillemets, ils ont raison d'avoir peur parce que d'une certaine manière, il y a aussi des pays qui ont été déstabilisés par des radios ou des télés libres qui étaient financés par des gens qui n'en avaient rien à faire de ces gens qui habitaient là-bas et qui ont tout fait
pour diffuser non seulement des messages, mais aussi des images qui poussaient les gens à la guerre civile. Alors Ahmed Tazir vous dit non, on peut pas renverser un régime avec un média. Vous parlez du Qatar, de Al Jazeera. Moi je trouve qu'il y a des bons journalistes à Al Jazeera. Bien sûr qu'il y a des bons journalistes. Non, je parle pas d'Al Jazeera. Vous parlez de quoi? Non, il y a des pays. Je sais pas de quoi vous parlez. Il y a des pays. On va écouter Adil après. Il y a des pays, même en Chine aujourd'hui, ils ont un gros problème, et même d'autres pays, ils ont un gros problème avec le fait de pouvoir accueillir des télés étrangères. Ouais. Et on le sait qu'il y a des gens. Parce qu'on veut contrôler. On va pas rentrer dans des histoires complotistes. Je vais pas commencer à faire le complot. Mais la réalité, elle est que il y a des médias qui sont peu complaisants. Il y a des grands groupes aujourd'hui qui tiennent des médias dans le monde entier. Tout le monde le sait. Il y a aussi des médias aujourd'hui en France qui dépendent de ces grands groupes. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ces médias veulent avoir la mainmise sur la majorité des médias, et notamment au Moyen-Orient, et notamment en Afrique, pour des raisons pour lesquelles je vous raison toute simple, c'est que ces pouvoirs en place, ça leur échappe. Mais ça donne lieu à des massacres. En tout cas, moi, ce que je voulais dire très simplement, croire qu'un média peut renverser un régime, c'est purement utopique, c'est purement accorder trop d'importance à ce pauvre média qui essaie juste de faire son job. Nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission. Je pense qu'il y a un point. C'est du fantasme. Non, mais c'est important. Allez, je veux dire, très rapidement. Il a pas tort. Ça veut dire qu'on peut pas non plus accorder cette grande importance à un média au point de soulever un pouvoir. Ça me semble quand même assez grotesque. C'est trop facile, j'aimerais dire. Mais cela dit, attention, le poids à ne pas négliger. Le média a un vrai pouvoir aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, en France, au Maroc, en Algérie et partout dans le monde, c'est le 4e pouvoir, voire le premier pouvoir. Aujourd'hui, tu le sais, tu fais, tu défais. C'est pas pour rien qu'au Maroc, il est pas si ouvert que ça, vos médias. Un jour, quand il y aura dans une télévision marocaine, tu crois que la France, quand il y aura au Maroc, on est en 2015, tu crois qu'on en est arrivé à la liberté d'expression? Quand il y aura des milieux de l'info au Maroc, on caricaturera le roi Mohamed VI, là, je te dirais bravo, ton Maroc, c'est liberté ouverte. Mais tu as bien vu la liberté d'expression. C'est de l'ouverture contrôlée, très contrôlée au Maroc. Tu vas pas me dire que le Maroc, c'est... Mais ne prends pas l'exemple du Maroc, de l'Algérie et ne le compare pas à la France. On est loin d'ailleurs. Ce qu'on est en train de faire ici sur Radio Orient, est-ce que c'est possible? La liberté de la presse fait son chemin dans chaque pays à des vitesses différentes. C'est tout. Chacun a sa vitesse. Le Maroc a ouvert. Donc une branche, en tout cas voilà, on l'emprunte ou pas, c'est une première, c'est un premier jet, et on verra dans 10 ans, dans 20 ans, et on se reverra dans 10 ans, 20 ans, tout va bien. Alors avant de se revoir dans 10 ans ou 20 ans, si on sera encore vivant, alors juste peut-être un mot, parce que bon, Chetouani a évoqué la question justement des moyens financiers, parce qu'aujourd'hui, dans cette grosse machine médiatique dans le monde, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est l'argent qui fera la différence. Et c'est l'argent qui pourra effectivement provoquer des putsch ou des soulèvements. Est-ce que, justement, aujourd'hui, on peut dire que ces radios, même peu coûteuses, dépendent entièrement, justement, du nerf de la guerre, à savoir la finance. Le monde de la finance est en train Finance dit indépendance. Qui dit finance dit dépendance. Non mais justement, c'est pour ça que je disais c'est un jeu de mots, mais pour moi la finance, ça veut pas dire forcément une radio libre, une radio indépendante. Alors, il faut que le tour de table financier soit construit à partir de personnes nickel, propre. Mais vous l'avez dit, ça appartient à de grands groupes aujourd'hui. Oui. Alors où placer la liberté justement, l'autonomie, l'indépendance lorsqu'on sait qu'on dépend de Bouygues ou de je sais pas. Il y a un exemple il y a pas longtemps là, Pierre Berger qui a sauvé le monde entre guillemets et qui se plaint aujourd'hui du comportement de ces journalistes qui dénoncent l'histoire d'HSBC des SwissLeaks pardon. La banque c'est quand même assez cocasse hein. Il sauve un journal pour ensuite se plaindre de la liberté de la presse ou de la liberté de il a parlé de délation, il a parlé. Donc, il a dit c'est de la délation. Est-ce que c'est pas ça qui va limiter justement la liberté d'expression sur ces médias? Attends, Zohéa, il dit pas tout. C'est-à-dire que Zohéa, effectivement, il a bien raison. Pierre Berger, le président du conseil de surveillance du journal Le Monde, il a fait une déclaration où il disait clairement, effectivement, il y a ce groupe qui est tenu industriellement, etc. Il a sauvé le monde, il a sauvé la rédaction, il a sauvé toute une rédaction. Mais il dit en même temps plus loin, en même temps, voilà, moi je leur garantis leur indépendance et je leur garantis de travailler de façon
indépendante et de façon libre. La preuve, ils ont pu citer des noms. Ils ont pu citer des noms dans le monde, alors que le patron Berger n'était pas d'accord. Donc c'est la preuve qu'ils sont indépendants. Vous êtes en train de conclure, même s'il a parlé de délation. Eh ben moi j'aimerais bien qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie et partout ailleurs dans le monde arabe, on soit comme le monde indépendant. Franchement, c'est le maître mot, indépendant. Merci mes chers confrères, Ahmed Tazir, Adil Ferkan et bien sûr Chetouani Zoher. Merci à vous, merci amis. À toi, Nadia. Merci à vous, amis auditeurs. Je vous retrouverai dès demain, justement, de 16h à 17h, en direct de l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale de la radio. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.